vous aurez peut-être des conseils à donner à la ville de Marne-la-Vallée. C'est des collègues. Il faut aller voir les collègues, il faut leur expliquer un peu la vie. Merci pour votre présence aujourd'hui et en plus en tant qu'élu, donc de pouvoir avoir votre retour sur ce que vous mettez en place ici sur le terrain. Et donc notamment, vous, le sujet, c'est vraiment tout ce qui est violence symbolique et culturelle que l'on peut avoir sur les récits donc, au niveau de l'infériorité de la femme dans les récits qu'on peut entendre au niveau social, etc., mais vous en parlerez beaucoup mieux que moi. Donc je vous laisse nous expliquer un petit peu tout ce sujet. Merci. Super, eh bien écoutez, je vous remercie. En tout cas, c'est un honneur pour moi d'être présent devant vous. Ça me fait vraiment plaisir, bien qu'il est 19 h et que je sors du travail comme tout le monde. Mais pour les bonnes causes, ça en vaut toujours la peine. Alors, et merci bien évidemment à Carole pour l'initiative. Ça fait toujours plaisir de voir autant de femmes et des hommes. Merci monsieur, parce que vous êtes en minorité, mais je l'espère un jour vous serez majoritaire dans cette salle. Et on a joie de voir ce changement. Je pense qu'on aura avancé dans le temps. Alors pour entrer dans le sujet, alors bien évidemment, quand Carole m'a contactée, elle m'a dit ça serait bien d'expliquer ce que vous faites au sein de la ville de Creil. La ville de Creil, c'est une ville qui est composée à 50% de femmes, donc il y a une belle majorité. On est de toute façon un peu plus que les hommes globalement, sauf en Chine. Et donc voilà, donc généralement en masse, il n'y a pas de sujet là-dessus. Et c'est vrai que je lui ai dit, écoutez, moi je peux vous faire la liste exhaustive de ce qu'on a fait de manière quantitative, mais je pense que ça ne va pas beaucoup intéresser les dames. Mais je vais quand même vous l'expliquer un peu. Alors on a mis en place le Café des femmes, on a fait en sorte que les femmes se réapproprient l'espace public et puissent échanger autour d'un café dans les bars. On a pu mettre en place en effet aussi certains kits d'urgence, des ateliers de sensibilisation, de la prise en charge. Alors en 2017-2018, ce n'est pas dans l'honneur de Creil, mais il y a eu malheureusement un crime aussi. La petite Shaina qui a été immolée, poignardée à 17 ans, qui sort de nombreux viols aussi, et ça il faut le dire. Alors, il y a eu un livre qui a été écrit là-dessus et ça fait froid dans le dos. Parce que lorsqu'on connaît l'histoire et qu'on s'intéresse en profondeur, on a une petite fille dès le collège qui est confrontée à la vie en société, qui rencontre certains hommes qui lui font différentes choses qui sont pas du tout belles à voir et qui va subir. Et la première réaction qu'il va avoir, parce que moi j'ai eu des échanges quand même avec le collège, qui dépend du département, etc., mais ça a été de déplacer la victime. Et encore une fois, on se retrouve toujours dans les mêmes récits où c'est la victime qui doit changer d'habitation, c'est la victime qui doit partir, c'est la victime qui salit un peu l'institution. Il faudrait que tout rentre dans l'ordre. Alors bien évidemment, il ne faut pas déplacer le bourreau, lui il reste bien là, et bien non, il faut déplacer la victime. Et donc on retrouve souvent les mêmes schémas, les mêmes comportements, et c'est pour ça que mon sujet aujourd'hui, parce qu'on se rend compte qu'on a quand même avancé, on a quand même avancé beaucoup, puisque y a le droit de vote, ça fait, on va dire, 100 ans, un peu plus, un peu moins. Donc voilà, on a eu 80, allez, 80. Donc, on a avancé sur certaines choses, on a la parité qui a été aussi mise en place, et pourtant on constate qu'il y a toujours les mêmes schémas, les mêmes comportements qui reviennent. Alors qu'est-ce qu'on fait exactement? Et c'est pour ça que mon sujet, c'est la construction identitaire. Parce que la construction identitaire veut qu'on parte d'un postulat qui est celui de l'humilité. Et l'humilité veut qu'on se dise, est-ce que je ne participe pas à un système oppressif malgré moi? Et si on a l'humilité de se le dire, si on a l'humilité de se mettre en question, et même de se dire en tant que femme, voilà, est-ce qu'il n'y en a pas des schémas qu'on répète qui oppressent l'autre? Que ce soit un homme ou que ce soit une femme, parce que moi j'estime que le système patriarcat dessert autant aux hommes qu'aux femmes. Donc tout le monde n'est pas... il n'y a pas de personnes qui sont mieux loties dans ce système. Il est oppressif. Et donc dans ce système, on va avoir des constructions. Et la structure,
C'est surtout là le sujet qui va être intéressant parce que je pars du principe qu'on ne combat pas le sexisme, on le déconstruit, tout comme on ne combat pas le racisme, on le déconstruit. Et si on ne sait pas déconstruire billet par billet, élément par élément, argument par argument, on ne va pas y arriver parce qu'on va se plaindre, on va manifester et les choses ne vont pas changer. Et les choses ne vont pas changer puisqu'on ne part pas sur le même postulat. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'on a beaucoup de femmes de la diversité qui sont intervenues. Et la première action que j'ai mise en place quand je suis arrivée au sein de la ville de Creil, c'est l'intersectionnalité des violences. Et l'intersectionnalité des violences veut qu'on se dise qu'est-ce qui se passe quand on est une femme, plus noire, plus en situation de handicap, plus petite, plus. Voilà. Et donc du coup, on se rend compte que, en fonction de certains billets qu'on va venir rajouter, il y a certaines discriminations qui vont partir. Par exemple, je donne un exemple tout bête. Quand on est une femme noire et d'un certain âge, on n'est plus considéré comme une femme noire et d'un certain âge. On est considéré, je le dis vulgairement, comme une vieille dame. Et puis basta. Donc les gens s'en fichent un peu. Et donc en fait, on voit ça. Quand on est une personne en situation de handicap, qu'on soit beurre, noir, jaune et tout ce qui s'ensuit, eh bien on est vu par le prisme de son handicap. Et donc il y a des discriminations qui vont venir gommer certaines discriminations, et donc du coup c'est pas la même réaction. Et ça c'est un travail parce que quand on est notamment face à une administration, moi, je ne pars pas du principe que mes collègues font leur taf à 100% d'excellence, puisque on participe tous à un système oppressif malgré nous, parce qu'on a été construit, on est rentré dans les mêmes systèmes scolaires, on a étudié dans un programme scolaire. Le programme scolaire, c'est quelque chose qui est construit, où on a des fonctionnaires qui le construisent, et aussi qui répètent certains schémas, et qui aussi, des fois, n'évoluent pas trop dans leur façon de voir le monde, de l'appréhender, etc. Et donc ça a été un gros travail, la déconstruction. Et on a vu que ça avait beaucoup d'effets, parce que je me souviens, alors on avait parlé des femmes, on va dire, de pouvoir dans les cultures du tiers-monde, et j'avais pris mon malin plaisir à parler de la reine Tininan qu'on trouve en Algérie, de la Kaïna, de la reine Ablapoku qu'on trouve en Côte d'Ivoire, de la reine Rana Valona qu'on trouve à Madagascar, de toutes ces femmes inspirantes, Zinga, je peux vous en citer, mais plein d'autres, de toutes ces références historiques qui ont été des femmes qui ont combattu, qui se sont levées contre l'oppresseur, et toutes ces choses-là. Et donc j'étais émerveillée de voir qu'il y avait certains hommes qui étaient venus voir et me disaient « Mais Jessica, c'est bizarre, nous on est Algériens, on n'a jamais entendu parler de la reine Tininan. Depuis quand les femmes elles ont le pouvoir ?» Écoute, je peux aller ouvrir un petit bouquin et tu pourras regarder que non, ce n'est pas nouveau, les femmes au pouvoir, voilà. Et donc il y a des périodes dans l'histoire, et ça il faut le rappeler, et il y a des personnes qui s'amusent bien évidemment à utiliser différents billets pour construire leur pensée. Et puis le fléau de la femme dans les religions monothéistes commence avec Ève, quand elle décide de manger la pomme. Donc, et avant même, quand il y avait la mythologie gréco-romaine, on avait la boîte de Pandore, on avait toutes ces constructions qui font que, voilà, la femme, c'est à cause d'elle que tout ça se passe. Et donc, comme c'est à cause d'elle, eh bien, elle doit souffrir en silence. Vous savez, en Amérique latine, on a beaucoup ce schéma de la mère qui souffre. Et donc, où on a construit, où la femme qui souffre, c'est pas grave, parce que c'est son travail de souffrir. Elle est venue sur Terre pour souffrir, pour porter, pour faire le ménage et se taire surtout. Et donc ça, c'est un gros travail où on se dit, bon, ok, donc il y a des éléments là-dessus. Et l'autre élément qui m'a fait aussi beaucoup rire, c'est quand, alors le 25 novembre, vous savez que c'est la journée des violences faites aux femmes, et donc sur la page de la ville de Creil, il y a un monsieur qui dit « mais nous aussi !» Je dis « oui !» Et il dit « oui, mais c'est pas normal qu'on ne parle pas des violences qui sont faites à l'égard des hommes, etc. » Et je lui ai dit « il faut qu'on rappelle le contexte. » Les violences faites aux femmes du 25 novembre, c'est une journée qui sort de l'initiative des Sœurs Mirabel en Amérique latine. Et ces Sœurs Mirabel,
elles se sont levées pour combattre, notamment un dictateur. Et quand on est une femme et qu'on part au front pour combattre un dictateur, bien évidemment qu'on sait qu'on va subir des violences. Ça, c'est pas anodin. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelle est la différence qu'il va y avoir sur le terrain quand des femmes vont se lever? Et ça, c'est le cas aussi de Simone Eive Bagbo et son livre qu'elle a écrit qui est troublant. C'est que les femmes qui vont se lever, elles vont être capturées, vont être violées, et vont devoir porter le fruit, cet enfant, et vont devoir l'éduquer. Et il faut aussi l'aimer d'ailleurs. Il faut qu'il se porte bien. Et d'ailleurs, il ressemble à son père, l'oppresseur. Et donc, c'est méchant, et ça fait froid dans le dos, parce que c'est douloureux, et à la fois, il faut survivre dans ce schéma-là. Et c'était important de rappeler à ce monsieur-là, parce que souvent, dans le terme violence, il y a beaucoup de choses. Voilà. On a parlé de la pédocriminalité, c'est un gros crime. Je veux dire, voilà. Tout comme il y a violence administrative aussi est un crime. Tout comme certaines constructions culturelles, par le biais de c'est la tradition, voilà, sont aussi oppressives. Et donc il faut qu'on en discute, il faut qu'on en parle. Et le monsieur a été émerveillé parce qu'en fait, il a compris de quoi on parlait. Il a dit c'est vrai. Et donc je ne dis pas que c'est mieux d'être un homme ou c'est mieux d'être une femme. On a eu différents récits où il y avait des femmes qui avaient refusé d'être captives. Je peux penser aux femmes de Der au Sénégal pendant la traite arabo-musulmane, où elles se battent contre les hommes et elles voient que de toute façon elles ne vont pas aller bien loin, et donc elles décident de s'immoler. Et donc c'est un signe fort. Et donc il y a eu de tout temps des femmes qui ont dit non. Il y a eu de tout temps des femmes qui ont dit nous refusons. Et il y a aussi une majorité de personnes qui ont été contraintes par ce système, à qui on ne peut pas jeter la pierre. Vous savez, c'est comme avec l'histoire du racisme et de l'esclavage. Eh bien, des fois, il faut survivre aussi. Et aujourd'hui, on est assez avancé dans cette société pour savoir justement qu'est-ce qui nous semble bien pour, en tout cas, notre parcours individuel dans un cadre collectif. Et donc, et qu'est-ce qu'on peut faire pour changer. Et donc, c'est pour ça que je voulais qu'on mette l'accent sur la construction identitaire, parce que c'est madame qui disait tout à l'heure, nous ne sommes pas condamnés à l'échec. Oui, il n'y a aucun individu qui est condamné à l'échec, un tant soit peu s'il se connaît, s'il connaît sa trajectoire, son chemin, et s'il retrouve des mains, même ne serait-ce qu'une randonnée, pour lui dire que continue, malgré que tu sois essoufflé, continue, si tu as mal aux pieds, continue, car tu es sur ton chemin et tu es sur ta voie. Donc c'était tout ce que j'avais à dire globalement. Je suis spécialisée en sécurité-défense. Sécurité-défense, on voit souvent le prisme des hommes, c'est un peu macho, c'est un peu, voilà. Et ça a été un gros travail, puisque j'ai travaillé au ministère de l'Intérieur aussi, de faire ce travail-là, de se dire que voilà, il faut déconstruire. Et vous savez, il y a beaucoup à déconstruire. Oh que oui. Oh que voilà. Oui. On le voit notamment, tous les mouvements qu'on a pu avoir, tels que MeToo ou autres, on se prend un peu le backlash en retour en ce moment. Pour vous, cette déconstruction, comment elle peut s'opérer? Comment elle peut vivre dans un monde finalement qui a été construit autour de toutes ces histoires, ou de ces histoires qu'on a cachées, notamment sur le rôle de la femme? Comment on peut, nous, à notre échelle, essayer de déconstruire? Alors, j'aime beaucoup dire que les ancêtres sont têtus, et ils continuent à être à travers les générations qui suivent. Je trouve qu'on est dans une génération qui est de plus en plus révoltée et qui veut rétablir certaines choses et qui se remet en question quotidiennement et qui va chercher dans les sources. Et j'aime beaucoup par exemple l'art, parce que on a souvent cette tendance de dire « Ah mais c'est beau, c'est génial, j'adore ». Mais en fait, si on a un tant soit peu l'humilité de se dire que ces personnes-là vont souvent s'inspirer de choses qui datent d'avant, qui sont des fois perdues, et bien voilà. Et donc, tout ça pour dire que la déconstruction, elle commence culturellement. Elle commence par l'art, elle commence par la musique qu'on écoute. Et il y a des messages subliminaux qu'on intègre inconsciemment. Et c'est pour ça qu'on participe à un système oppressif malgré nous-mêmes. Et la première démarche, c'est avoir l'humilité de se le dire. Parce que j'ai beaucoup ce schéma, puisque j'interviens aussi sur les questions de lutte contre les discriminations, de voir des personnes qui sont souvent racisées, qui sont blanches, s'offusquer quand on parle de racisme, et se sentir attaquées.
Et c'est un gros travail pour moi de leur dire, je ne vous parle pas à vous personnellement. Vous avez été construite et je ne peux pas vous en vouloir. Parce que c'est le schéma dans lequel vous avez grandi qui vous a conforté, qui vous a construit dans un système. Et dans ce système, c'était la hiérarchisation des races où la femme noire est en dernier plan. Donc c'est super. Où il y avait pas mal aussi de messages qui ont pris du temps à être déconstruits. Et vous allez voir par exemple sur Netflix, ça c'est souvent intéressant quand on voit la guerre culturelle qui se passe, c'est que les références ont changé. On va parler de plus en plus de femmes ou d'hommes racisés dans l'histoire qui ont participé à des passages historiques d'envergure pendant la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, même pour des personnes, parce que moi je suis d'origine ivoiro-congolaise, des deux côtés, Brazzaville a été la capitale de la France libre. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas dans le système scolaire. Et si on ne l'apprend pas, alors qui on est dans ce schéma? Et donc c'est la même question avec les femmes aussi. On grandit dans un système où on dit la place de la femme, c'est ça. Et pourtant, je viens de vous dire qu'il y avait autant de femmes qui ont été mais ailleurs que dans ces schémas-là. Alors on les place où? Et donc c'est vraiment ce travail culturel, et j'invite beaucoup aussi les parents à faire ce travail-là. Surtout les personnes qui ont la chance, quel que soit où vous êtes, de porter encore les messages de l'histoire, de la tradition. On n'attend que ça, la nouvelle génération, d'être nourrie. Moi, j'ai une mère qui a souvent, qui est partie du prisme que non, la culture, il faut l'effacer. Il faut s'assimiler, il faut être comme. Non, madame, non. Et donc, c'est un gros travail. Et du coup, je me retrouve, moi, à la déconstruire. Et j'ai beaucoup aimé le passage sur les Comores parce que on n'est pas... C'est vrai qu'on peut dire que c'est l'Afrique, c'est un grand continent, mais on n'est pas tous sur le même pied d'égalité sur le travail de déconstruction qu'il y a à faire. Les Comores, c'est aussi une grosse histoire, avec différents métissages, avec la traite arabo-musulmane, avec une culture aussi musulmane, mais aussi mahoraise un peu, mais aussi différents passages. Et donc, on n'est pas tous sur le même pied d'égalité. Je veux dire que quand on est d'une culture bantoue comme celle du Cameroun qu'on a pu voir, c'est pas la même construction. Et c'est pas la même place qu'on a en tant que femme. Et donc moi, je ne peux pas venir dire à une Comorienne, mais non, tu es une femme, tu devrais être ça, sur mon prisme de femme bantoue, parce que c'est différent. Attention, parce que les Comores, c'est le seul pays matrilinéaire. Ah non, il y a aussi la Côte d'Ivoire, les Baoulés. Et là, il y aura encore des conflits. Oui. Attention, oui. Question femme. Même si c'est un grand débat, là, on va se lancer dans un long débat. Mais justement, et justement, on voit qu'il y a beaucoup d'éléments. Et c'est pour ça que... Il n'y a aucune... parce que souvent, moi, je discute. Alors, je suis élue en France. Je discute avec des personnes de partout et même des personnes, des Françaises, on va dire, parce que françaises, voilà, on va l'appeler comme ça. Et on a souvent ces débats-là. Et on remonte des fois, voilà, à des époques, à des cultures celtiques. On parle de la place de la femme. On parle des différentes approches, on parle des différents contextes historiques, on parle de cette période où les femmes étaient considérées comme des sorcières parce qu'elles avaient le don de guérison, ou du moins elles savaient guérir. On parle des recettes grand-mère qui manquent aujourd'hui. Il manque beaucoup de recettes grand-mère. Voilà, donc on parle de toutes ces choses et on est nostalgique. Et c'est pour ça que je dis que cette génération, c'est la solution. Il faut la laisser être dans son extravagance, dans ce qu'elle a envie d'apporter dans notre société, parce que pour moi, ce sont encore des ancêtres qui veulent être et qui veulent s'affirmer sur cette terre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été effacées, parce que la mondialisation a gommé certaines choses, et parce qu'il y a des choses qui s'oublient, qui sont essentielles dans la construction d'un individu. Et autre question, et après je vous laisserai poser toutes vos questions. En tant qu'agent de l'État, ce discours un peu se reconnecter à ses identités, etc., alors qu'on entend beaucoup dans le discours politique, oui. Quelque chose qui demande plutôt à gommer ces aspects-là, et qui, je trouve personnellement, touche directement la femme dans beaucoup d'aspects. Comment vous arrivez à trouver cette place, en fait, de porter ces messages, mais en même temps d'être agent de l'État, voilà, dans vos fonctions? Alors, j'ai aucun problème parce que
Alors j'ai aucun problème, du moins avec moi-même, parce que parce que j'essaye de rester dans une honnêteté le plus possible. Et je comprends aussi que, c'est madame qui le disait tout à l'heure, qu'on est dans un système, que toutes les âmes ne sont pas prêtes à j'aimais beaucoup la phrase de éveil pour un réveil ou réveil pour un éveil, je sais plus, mais voilà, à s'éveiller. Voilà. Voilà. Et il faut le respecter. Il faut le respecter. Et donc, du coup, le but, c'est de faire ce travail individuellement. Parce que, en effet, je suis un agent, donc je participe à un système. Un système qui a été, qui d'ailleurs bien travaillé, qui parfois crée des discriminations, malgré moi, malgré que je ne le veuille pas. Et je suis conseillère municipale, je ne suis pas maire. Et donc forcément, peut-être que moi, dans ma sensibilité personnelle, il y a des choses que je vais constater, que je vais déplorer, dont je vais taper aussi le point dessus, mais dont je n'ai pas le pouvoir de décision à la fin. Parce que voilà, j'ai une délégation et je signe dans le cadre de mon périmètre, de ma délégation. Et ça, il faut aussi le respecter. Alors, il faut faire ce travail d'échange pédagogique et travailler doucement. Et c'est pour ça que j'insiste sur l'aspect déconstruire et pas forcément combattre. Parce que la déconstruction aura beaucoup plus de bienfaits sur le long terme. Le combat, on va crier pendant 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Il va avoir un hashtag, sûrement. Ça va passer dans tous les médias, ok. Et on va répéter les mêmes schémas. Et on va revenir à la même chose. Donc, faisons ce travail. Des fois, il n'avance pas comme on a envie. Des fois, on est confronté à une misère qu'on voit en face de nous et ça nous énerve, ça nous met en colère. Et malgré ça, il faut respirer. Il faut shakespearer, surtout. Et il faut se dire que ça arrive lentement parce que je suis un individu conscient et que par ma conscience, je vais réussir à déconstruire à mon échelle. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? À vous.